Alors, on va commencer par présenter un petit peu d'abord et des remerciements, donc des remerciements à Quentin Leplat qui me fait le plaisir de pouvoir présenter le fruit des recherches que je fais là. Et puis les remerciements aussi au public qui s'intéresse de près ou de loin aux sciences ou à l'histoire ou à l'archéologie. Et puis, donc, dans un premier temps, là, la conférence que je vais vous présenter, c'est une conférence sur le château des Alimes, dernier bastion du quadrivium. Donc, on va peut-être juste définir un petit peu les mots. Bastion, un ouvrage de fortification faisant saillie sur l'enceinte d'une place forte. Donc, un ouvrage militaire. Quadrivium, alors quadrivium, c'est une ancienne science que les Grecs ont utilisée dans leurs écoles, mais qui venait certainement de Sumer et ensuite de l'Égypte, et qui a été récupérée après. Mais le quadrivium, finalement, c'est ce qui, du monde qui nous entoure, touche à l'esprit à travers les nombres, la géométrie, l'astronomie et l'harmonie, la musique. Alors, je vais essayer de m'adapter au public. Alors, il y a trois nombres, ça serait bien de les retenir. Le premier est très facile, c'est 6, 5, 4, 3. Il y a 5, 4, 1 et il y a 2, 4, 3. Voilà, il y a trois nombres. En fait, on va très souvent revenir à ces nombres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va les retrouver beaucoup, dans des situations d'ailleurs un petit peu particulières. Alors, comment je me suis intéressé à tout ça? Eh bien, tout simplement, j'habite à Amberieu-en-Bugey, dans l'Ain. Et à Amberieu-en-Bugey, dans l'Ain, il y a énormément d'œuvres qui vont avoir des formes géométriques particulières. Ne serait-ce que les axes de communication. Alors, je n'ai pas mis la photo là. Les axes de communication, ça forme un triangle. Voilà, un triangle orienté à peu près vers le sud-est, donc en vue aérienne. Bon, là, je suis dans un lycée, le lycée professionnel à Amberieu. Il y a une pyramide avec un soleil. Là, je suis dans un autre lycée à Amberieu. Il y a 5 pyramides. Là, je suis sur une route vers le nord d'Amberieu où il y a une espèce de coupole sur 3 points, sur une arche sur 3 points. Voilà, là, il y a 2 arches sur 3 points qui sont entrelacées. Voilà. Là, on a l'espace de la salle polyvalente, la grande salle où il y a des spectacles qui est purement pyramidale. Voilà. Et puis, on a aussi des œuvres en peinture où on voit tout à fait le temps qui est mise en œuvre, en fait. Alors, le plan, géographie, Amberieu, je vais parler un peu d'Amberieu, l'histoire, non. Donc, l'histoire de la guerre delphino-savoyarde, donc c'était une guerre entre le comté de Savoie et le dauphiné de Viennois. Vous avez ensuite, je vais vous expliquer un peu le château des Amilimes et la tour de Saint-Denis. Ce sont 2 châteaux à travers une dizaine de châteaux sur Amberieu-en-Bugey même. Nous avons la métrologie avec la mesure standardisée du comte de Savoie. Voilà, puisque déjà à cette époque, il y avait une mesure standardisée. Cartographie locale et absolue du lieu, en tout cas entre les 2 châteaux. Vous allez voir que c'est assez surprenant. La mesure du temps, notamment par la longitude. Les origines probables de l'axe. Alors, vous voyez, ici, vous avez la tour de Saint-Denis et ici le château des Alimes. Donc, il y a un axe entre les deux. Et on va voir un peu d'où cela peut venir. L'astronomie, eh bien, le nombre jusque dans la structure, vous allez voir. Et puis, on va parler un peu de mythologie aussi pour finir par j'espère, une belle histoire. Alors, si je suis à Amberieu-en-Bugey, sur les hauts d'Amberieu-en-Bugey, là, je regarde vers l'ouest, j'ai la tour de Saint-Denis qui est au bout d'une langue rocheuse, là, voilà, qui dépasse. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, au pied, il coule l'Albarine, c'est une rivière, voilà, qui va se jeter dans la rivière d'Ain après. Si maintenant, du même point, je me retourne et que je regarde de l'autre côté, je vois le château des Alimes sur son promontoire. Voilà. Nous avons ici le mont Luisandre. Alors, juste en face, vous avez à l'époque de la guerre, vous aviez un château aussi, juste en face, à 800 mètres de distance, donc très proche. D'accord? Et ils étaient ennemis.
les deux châteaux. Si je vais à la tour de Saint-Denis en Bugey, je regarde le château de Saint-Germain en face, parce qu'il y a aussi un autre château, ce château de Saint-Germain. Alors, pour vous dire, le château des Alimes est là, à peu près, le château de Luisandre, il est là. Bon, bah, il y a le château de Saint-Germain, qui était le gros château du coin. Eh bien, l'axe, finalement, tour de Saint-Denis, château de Saint-Germain, ferme un verrou, ici, au comté de Savoie, pour rentrer dans le Dauphiné de Viennois. Donc ça, c'est un vrai verrou, et donc là, en bas, on a la rivière de l'Albarine. Voilà. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est que Ambert-en-Bugey, c'est vraiment un lieu de communication, que ce soit aérien, chemin de fer, avec les cités cheminotes, mais aussi routier, autoroutier. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Donc des axes nord-sud, est-ouest, notamment pour aller à Genève ou à Lyon, etc. Alors voilà, nous avons le Dauphiné de Viennois au XIVe siècle, c'est un dauphin. Vous voyez, là, la croix blanche dans le blason rouge, ça, c'est la Savoie. Et on voit que Ambert-en-Bugey, vous voyez, c'est comme une épine dans le pied du comté de Savoie, ici. D'accord? Donc, la guerre, 1282-1355, ça a duré 70 ans. Alors, bah voilà, l'épine dans le pied, elle est ici. Et je vais vous montrer le fameux verrou, là. Vous voyez, vous avez la tour de Saint-Denis, et là, vous avez le château de Saint-Germain, ici, et là, vous avez la rivière de l'Albarine. Donc, en fait, cet axe-là ferme le fameux verrou. Alors, pourquoi un verrou ici, vous allez me dire? Parce que, bon, là, c'est la Savoie, partout, c'est la Savoie. En fait, la Savoie est dominante ici, il n'y a pas de problème. Mais en fait, pour commercer, à l'époque, la Savoie était obligée de passer par toute la région montagneuse ici, qui culmine à peu près vers 1000 mètres d'altitude, pour aller commercer dans la Bresse. Parce que la Savoie, au XIVe siècle, eh bien, a des fiefs dans la Bresse. D'accord? Donc, en fait, ça gêne la Savoie. Cette langue de propriété, là, qui n'est pas à eux, finalement. Voilà. Alors là, c'est un peu lourd. Alors, du coup, je vais détailler. Ce que j'ai mis en rouge, c'est les guerres. Donc là, il y a eu la prise du château de Saint-Germain en 1282, ici, par les Savoyards. Mais ils ont été obligés de rendre le château par un traité en 1286. On a eu aussi en 1321, et là ça a fait beaucoup de ravages, c'est les assauts savoyards sur Lagneux et Ambérieu, et toutes les places fortes du dauphin viennois ont été prises, sauf le château des Alimes. Il n'y a que lui qui n'a pas été pris à ce moment-là. On a eu aussi la bataille de Varay en 1325, là aussi ça a été une bataille énorme. Bataille de Corlier, une grosse bataille aussi. Il y a eu aussi une offensive contre les Alimes en 1332, là vous voyez. Et puis le comte de Genève, qui était un allié du dauphin viennois, qui voulait encore faire la guerre en 1342, alors que même le dauphin viennois commençait sérieusement à songer à faire la paix. En fait, là, on était plutôt en paix. Le Dauphiné de Viennois était vraiment plutôt en paix avec le comté de Savoie. Mais le comte de Genève avait le goût du sang dans la bouche. Et donc, comment ça s'est terminé cette histoire? Eh bien, il y a eu tout simplement le Dauphiné de Viennois, il était ruiné. Humbert II, là, le dauphin, il était ruiné. Vraiment, le Dauphiné était ruiné. Donc, ils ont été obligés de vendre le Dauphiné au royaume de France. Et donc, du coup, en 1305, donc vendu en 1349, en 1355, le roi de France décide de faire la paix définitive avec la Savoie. Et du reste, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le roi décide de léguer en fief le Dauphiné de Viennois à son fils. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle le dauphin par la suite. Bâti, château des Alimes, bâti de Saint-Denis sont là. Là, vous avez le château de Saint-Germain, là, vous avez la bâtie de Luisandre. Bâtie de Luisandre, hein, je rappelle, c'est celle qui est à 800 mètres du château des Alimes, hein, pile en face. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est ces deux châteaux, en fait, aujourd'hui, hein, vraiment, hein, parce que le reste, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, mais on va regarder juste cet axe-là. Ce qu'on voit, c'est que les châteaux, ils ont été de terre et de bois, ils ont été de pierre aussi, en tant que bâtis, ce qu'on appelle une bâtie, dans le coin, et c'est des bâtis de pierre. Ça a un rôle militaire. Et enfin, là, quand j'ai mis ce petit logo, là, c'est la châtellenie, donc c'est-à-dire qu'il y a des prérogatives de justice fiscale et militaire aussi. Donc, du coup, on regarde le château des Alimes, eh bien, on voit que c'était de terre et de bois à partir de 1305. En 1312, ils ont reconstruit le château en pierre parce qu'il avait été détruit par le comté de Savoie.
Et après, ça a acquis le rang donc, de châtellenie. Voilà, et ça a basculé en 1334 à la Savoie par un traité. Voilà, parce qu'à cette époque, donc en 1334, ils ont échangé. Donc vous prenez les Alimes, et puis nous, on va prendre Montluel, par exemple. Voilà. Ça se passait comme ça. Donc, pour la tour de Saint-Denis, ben, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'elle n'a jamais vraiment été au rang de châtellenie, a priori. Enfin, on n'en sait rien. Peut-être avant, peut-être ici. Voilà. Mais donc là, j'ai entouré vraiment en gros et en gras ici. On ne sait pas ce qu'il y avait en dessous de ces châteaux avant. Voilà. Et ça, c'est important pour la suite. Alors, le XIVe siècle, qu'est-ce que c'est? Alors, le XIVe siècle, c'est le début du petit âge glaciaire. Et là, c'est une vraie plaie au XIVe siècle, parce que en 1315, par exemple, il y a eu tellement de pluie et de froid qu'ils avaient pu faire que 50% de récolte dans toute la France. Donc, c'est vraiment une vraie plaie, ça. Vous avez eu aussi la guerre de 100 ans. Donc, c'est la guerre contre les Anglais qui débute en 1337. Et vous avez la peste noire en Berrieux, 1348. Donc là, ça décimait entre un tiers et la moitié de la population. Donc, il fallait voir un petit peu les dégâts. Donc, c'est un siècle où, à part ça, on pouvait mourir de la guerre aussi, si on voulait. Alors, on avait le choix. Alors, autre chose en vert, là, que j'ai mis, qui me semble assez important, c'est que Clément V a été couronné à Lyon, donc vraiment pas loin du Dauphiné viennois. Philippe le Bel persécuté templier, et Clément V, je rappelle, c'est le premier pape qui ne siège pas à Rome. Et Clément V, dissolution de l'ordre des Templiers au concile de Vienne, dans le Dauphiné de viennois, en 1312. Et 1312, c'est tout à fait la construction du château des Alimes dont on parle. C'est contemporain. Et puis, il y a eu aussi une petite croisade contre les Turcs du dauphin Humbert II, mais c'est anecdotique. Ce qui est moins anecdotique, c'est que le XIVe, c'est pas que des plaies, c'est aussi le siècle de la quantification. Ça va peut-être plaire à certains d'ailleurs. Quantification de la mesure et d'avancées technologiques remarquables. Donc il y a cet auteur-là, Alfred Crosby, dans La mesure de la réalité en 1997, qui a mis ça en évidence. Et il cite notamment des progrès réalisés en architecture, en cartographie et en navigation, notamment avec des outils comme le compas, les astrolabes, les sextants. Et il y a eu tellement d'avancées technologiques, c'est qu'à la fin du XIVe siècle, eh bien, bon nombre de beffrois ou d'églises étaient en mesure d'indiquer l'heure aux gens, à la population. Ça, c'est pas négligeable de pouvoir mesurer le temps. Alors maintenant, intéressons-nous au château. La tour de Saint-Denis, d'abord, elle a le statut de bâti, et c'est la bâtie du pont de Chauxon. Pont de Chauxon, parce que tout simplement, en bas, ici, on a l'Albarine, une rivière. Au-dessus, il y a un pont. Et ce pont, en fait, ça forme une ligne droite de 7 km qui part vers le nord. Et c'était une ancienne voie romaine. Voilà. Donc, Chauxon, chaussée. Et cette bâtie-là, regardez bien, elle est posée sur un molar. Alors, un molar, on appelle, dans le Dauphiné, on appelle un molar, finalement, c'est de la terre qui a été mise comme ça, entassée avec des galets. Ils ont terrassé pour poser ensuite la tour. C'est-à-dire qu'ils ont mis à niveau, ils ont mis de niveau la tour de Saint-Denis. Donc ça, c'est la chose importante à retenir. Maintenant, nous avons le château des Alimes. Alors, le château des Alimes, ou devrais-je dire l'œuvre des Alimes? Alors là, les historiens et les archéologues, eh ben, ils sont tous d'accord pour dire que dans les contes retrouvés, dans tous les documents, les textes qu'on a, eh ben, ils ne savent pas nommer, ils sont embêtés pour nommer la construction en 1312 de ça. Ils ne savent pas dire si c'est un château, une bâtie. Donc du coup, ils l'appellent l'œuvre des Alimes, opéra. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant, c'est la controverse sur la tour ronde. L'historien local dit qu'il n'y avait pas de tour ronde à l'origine en 1312, qu'elle a été construite en 1355. Parce qu'il retrouve des constructions en 1355 dans les contes de la châtellenie. Voilà. Mais les archéologues du bâti, eux, ils disent non, la tour ronde existait bien ici parce que, eh bien, elle est parfaitement chaînée avec les courtines. Les courtines, vous voyez, c'est ces grandes murailles. Ça, on appelle ça des courtines.
Alors, elle était là ou elle n'était pas là, cette tour ronde? 1355, c'est bien après la guerre. Donc, ils auraient construit une tour ronde après la guerre. D'autant plus que là, c'est l'entrée. Donc, point d'interrogation, en fait. Voilà, donc en vue de dessus, le château des Alimes, ça forme une enceinte donc, de courtine carrée, là, comme ceci, 36 mètres par 36 mètres, avec une tour carrée de 10 mètres par 10 mètres, une tour ronde ici, d'environ 12 mètres de diamètre, et une enceinte légère au nord, ici, avec une tour nord, petite tour nord, ici, et là, vous avez une enceinte, une muraille, une grosse muraille, là, qui fait à peu près 100 mètres, à l'est. Voilà, ça, c'est le château des Alimes. Alors maintenant, on peut regarder la métrologie, parce qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui a été fait en métrologie dans le coin. Donc c'est cette hauteur-là, la mesure standardisée des toises de construction dans les châteaux forts du comté de Savoie. Donc je me suis dit, on va regarder là-dedans, parce que ça peut être intéressant pour les recherches qu'il y a à mener sur ce sujet, en fait, hein, tout simplement. Eh bien, il a relevé que dans les comptes, on parle d'un pied, donc de mesure au pied du seigneur ou à la toise du seigneur, ici. Donc le pied à 31,25 cm, la toise à 1,875 m. Et eh bien, il allait vérifier au château de Pondin, qui est un château important pour les comtes de Savoie, il allait vérifier l'épaisseur des murs. Et il a trouvé sur le terrain des épaisseurs de murs qui faisaient 1,25 m. Et il a vérifié dans les comptes ce qui avait été facturé au tailleur de pierre. Parce que c'était facturé en longueur et en épaisseur de mur. Voilà. Il a trouvé 1,25 m. Exactement, donc 1,25 m pour 4 pieds, ce qui fait 31,25 cm. Voilà. À noter, dans le Dauphiné viennois, à Château-Queyras, il y a une toise qui fait 1,8755 m, donc à peu près pareil, la même. Pourtant, c'est dans le Dauphiné. Voilà. Et puis, on a l'Aune d'Embrun, qui était aussi dans le Dauphiné à l'époque, 1,25 m. C'est tout à fait prémétrique, ça, quand même. Alors, voilà comment ça se présente un conte. Ici, nous avons le château de Luisandre, qui est à 800 mètres du château des Alimes. Vous avez le latin à gauche, et à droite, eh bien, la traduction par les historiens. Vous voyez que le châtelain, il paya à Pierre Roux, tailleur de pierre, pour 100 toises de pierre de la grosseur de 4 pieds. De 4 pieds. Donc, en fait, l'épaisseur de 4 pieds, comme à Pondin, c'est une mesure standard. Puis, vous avez aussi la hauteur. Alors, la hauteur, c'est 2,5 toises. Et puis des fois, ils mettaient deux fois 2,5 toises. Donc ça, c'était standard. C'est un standard qu'ils utilisaient facilement, très souvent. Alors, il insiste, cet auteur, aucun étalon retrouvé, ni aucun témoignage de ces étalons dans les archives. C'est vrai que ça serait bien si on avait un étalon. On a des étalons sumériens de moins 3000, mais on n'a pas d'étalons là du Moyen-Âge à cet endroit-là. Dommage. Seule mesure retrouvée, donc des toises des pieds facturées dans les comptes. Puisque vous avez vu qu'avant, Pierre Roux, il a été payé pour 100 toises et 4 pieds de longueur. C'est vérifiable, rarement, sur certains rares restes que l'on a. En fait, il a pu le vérifier, mais quand même, il faut chercher quand même. Hein. Il faut chercher dans les comptes et il faut chercher sur place, hein, enlever la broussaille pour pouvoir s'y retrouver. Autre chose intéressante, c'est l'influence du royaume d'Angleterre dans la mise en place de la standardisation des mesures. Il se pose la question, l'auteur, et je pense que c'est pertinent. Voilà. Alors, ça nous fait penser à quoi? Bah oui, à nous, ça nous fait penser quelque chose quand on travaille un petit peu comme ça en sciences anciennes. Toise à 1,875 mètres, ça fait un rapport de 15 huitièmes. 15 huitièmes, alors la plus vieille coudée sumérienne qu'on ait, c'est la coudée de Nippur. Hein, et ben, si on divise la coudée de Nippur sur le pied de Nippur, ça fait 15 huitièmes. Donc c'est un nombre qu'on a l'habitude, dont on a l'habitude. Pied à 31,25 cm, ça fait 25 huitièmes. Ben, c'est une fraction de pi chez les Romains et même avant, par exemple. Alors, moi j'ai trouvé intéressant cette façon-là de se représenter les choses. À la Révolution, donc à la fin du 18e, eh bien, on a défini le mètre comme le quart du 10 millionième du méridien terrestre. Hein, le méridien, c'est ce qui passe par le nord et le sud. Là, c'est la longueur qui passe par le nord et par le sud de la Terre. Voilà, le quart du 10 millionième terrestre, ça fait 1 mètre. Donc en fait,
On pourrait le mettre sous cette forme, 2 puissance 2 fois le mètre, et puis on rajoute des zéros. Si je voulais parler en pieds de Savoie, je dirais 2 puissance 7 pieds de Savoie et je rajoute des zéros. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on a le même système de pensée, là, vous voyez. Et c'est assez précis, hein, c'est précis. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à la cartographie. Cartographie de ces deux châteaux qui forment un axe. Eh bien, donc là, on a le centre de la tour Saint-Denis. Quand je vais au centre de la tour ronde, ici, bien, vous voyez qu'on coupe les courtines, là, on coupe en diagonale, exactement. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est pour positionner finalement les courtines. On peut imaginer que ça n'a pas été fait n'importe comment, déjà, de par le fait qu'on a une orientation, mais ça ne suffit pas. Par contre, quand je regarde à la tour de Saint-Denis, quand je me mets à la tour Saint-Denis, je regarde le château des Alimes, j'ouvre un angle de 65,7 degrés. Or, pour aller jusqu'à la tour ronde au bout, j'ai 6542 mètres. Et en altitude, 659 mètres. Et le diamètre intérieur fait environ 6,57 mètres. Voilà, je pense que tout le monde a compris que en fait, les deux premiers chiffres significatifs des nombres ont une importance, puisque je les retrouve partout, tout le temps. D'accord? Et on va s'intéresser à celui-ci. Parce que celui-ci, c'est un nombre, donc 65,7, qui est un angle, donc sur 360 degrés, en base décimale. Voilà. Mais en fait, à l'époque, il comptait peut-être en degrés, minutes, secondes. Le degré, minute, seconde, c'est la façon de décomposer un cercle en 360 degrés, comme on a l'habitude de voir, un degré en 60 minutes d'arc, et 1 minute d'arc en 60 secondes d'arc. Alors, 1 seconde d'arc, c'est tout petit. C'est une autre façon de compter, dans une autre base, une base sexadécimale. Alors que nous, là, on est en base décimale. Donc, regardons voir maintenant ce qui se passe. C'est plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire que 65,7 nous donne 65 degrés 42 minutes. Or, on a une distance de 6542 mètres, et on a une élévation ici, regardez bien, de 327 mètres, qui vaut 654 divisé par 2. Donc, il y a une conjonction de nombres là qui m'amène, bon, je peux calculer le hasard là, mais en fait, ce n'est pas un hasard. Voilà, j'ai pu montrer à des topographes géomètres, ils ont tout de suite reconnu ici un gisement, ce qu'on appelle un gisement, et là une élévation. Hein. Alors, 1 minute d'arc ici, c'est tout petit. Hein. C'est tout petit. Donc, il a fallu être précis. Bon, donc du coup, ce que je viens de vous montrer indique que le château des Alimes a été placé en fonction de la tour de Saint-Denis. Je me mets à la tour de Saint-Denis, je connais le nombre, j'ouvre un angle dont je connais le nombre, je fais une distance dont je connais le nombre, et enfin, je m'élève et je connais le nombre, puisque c'est le même. Là, regardez voir ce qu'on trouve au tiers de la distance tour de Saint-Denis, les Alimes. Exactement au tiers, on trouve l'église d'Ambérieu. Alors, c'est une église qui est récente, hein, exactement au tiers. Et ici, vous avez repère de nivellement le plus proche du tiers-point. J'ai un repère de nivellement. Le repère de nivellement, c'est un repère géodésique dans lequel on va trouver sur Géoportail les coordonnées en degrés, minutes, secondes, pour la longitude et la latitude. Hein. Voilà, c'est ce qu'on trouve sur les GPS. Mais regardez bien, il y a un système RGF 93 en projection Lambert 93 qui nous donne une coordonnée nord de 6542,6 km. 6542. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit 6543, 6542. Donc, qu'est-ce que c'est en fait le Lambert? Parce que là, du coup, effectivement, on trouve ça, mais ça ne doit pas parler à grand monde. Hein. Eh bien, imaginez que vous ayez un plan à faire sur une carte. Eh bien, le Lambert 93, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Terre, il fait passer un cône dessus, il vient faire tangenter le cône sur la France, et ici, on va projeter tous les points contre le cône, tous les points de la carte contre le cône, et on va dérouler ce cône. Et ça nous donne le plan. Alors, bien entendu, hein, vous allez me dire, ici, ça ne marche pas. Bah oui, là, il y a beaucoup trop de déformations. Mais en fait, quand on veut faire la carte d'une sphère, on fait forcément une déformation, que ce soit une déformation de distance ou une déformation d'angle. Bon, la projection conique de Lambert, ici, alors Lambert, vous voyez, présente ses coniques conformes en 1772, eh bien,
la projection de Lambert conserve les angles. Voilà. Alors, plutôt que d'affleurer ici la France pour répartir les erreurs, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, en fait, ils ont fait passer ce cône par le 49e parallèle et le 44e parallèle, ici. Donc, du coup, d'un côté, on perd un peu moins et de l'autre, on perd un petit peu moins aussi. Voilà, ça permet d'enlever de la déformation, de diviser la déformation par deux en gros. Alors, on reconnaît notre 6542, qui devient populaire, je le sens. Et ici, vous voyez, en fait, on vient de l'équateur. C'est-à-dire que ce cône, il va jusqu'à l'équateur. L'équateur, c'est une référence terrestre. C'est comme le pôle Nord. Donc, on a l'équateur ici, jusqu'à Ambérieu, fait 6542,6 km. C'est donc une coordonnée absolue. Ambérieu est à 6542,6 à plat d'une projection conique conforme de Lambert en coordonnée absolue. C'est une façon de se repérer. Donc le voilà, donc là j'ai fait la France, là, comme ceci. Donc là vous avez les coordonnées en Lambert, en noir. Et là, en degrés, minutes, secondes, ça c'est les coordonnées voilà, angulaires. Alors, le Lambert, il est utilisé dès la Première Guerre mondiale. On le retrouve actuellement sur les cartes IGN et sur le Michelin. C'est-à-dire qu'en France, c'est la meilleure projection qu'on ait, donc on utilise celle-là. Et du coup, se pose quand même une question. Et là, je suis obligé de lire. Lambert repose sur le réseau géodésique français RGF 93. Ça veut dire, réseau géodésique, ça veut dire qu'on a placé des points à tout un tas d'endroits et qu'on a les coordonnées, toutes les coordonnées, mais aussi les altitudes. Donc, on peut se repérer. Donc, mais le RGF est lui-même basé sur l'ellipsoïde mondial de référence. L'ellipsoïde mondial de référence, c'est quoi? C'est une ellipsoïde mathématique qui a été faite, qui passe quelque part sur la Terre. Alors là, peut-être qu'elle passe dans le grenier, là, ou peut-être qu'elle passe sous la Terre, à 50 mètres sous la Terre. On ne sait pas, c'est théorique. Et à partir de là, on a des points de référence sur la Terre qui nous permettent d'avoir des positions, de faire des calculs pour avoir des positions pour les GPS via la World Geodetic System de 1984 avec les satellites pour la navigation. Donc c'est conçu pour les GPS en fait. Le Lambert repose sur RGF 93, qui repose sur la WGS 84. Tout ça, c'est pour les GPS. C'est ce qu'il faut retenir pour ceux qui ont le plus de difficultés à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas été choisi à cause des nombres que je trouve en Ambérieu. Ça n'a rien à voir, donc. Pourtant, c'est pareil. Du coup, on retombe sur les mêmes solutions que les anciens au XXe siècle. Hein, parce que soit on a choisi de faire tout le système mondial en fonction des nombres que je trouve en Ambérieu, ou soit le nombre est un hasard, ce qui est possible aussi, ou enfin, soit on retombe sur les mêmes solutions. Donc ça, c'est encore à étudier. 6542 est une latitude en plan. 6542 qui est partout dans des unités de base et bases différentes là, hein, ça indique quoi? Ça indique qu'au XIVe siècle, on utilisait le mètre. Parce que comment voulez-vous avoir 65 degrés 42 minutes dans une base sexagésimale et 6542 mètres dans une base décimale? C'est pas possible, le nombre compte et dans l'unité du mètre. Projection conique conforme, qui existe certainement 470 ans avant que Lambert n'en montre le principe. Alors, du coup, hein, existerait-il un lien sur les longitudes? Regardons avec la géométrie des lieux. La géométrie des lieux. Alors, on va faire un petit peu d'architecture au sol, là. Le centre de la tour carrée, c'est le point A. Si je fais 120 mètres, je me fais une petite balade de 120 mètres exactement plein nord, eh bien, j'ai l'angle de la petite muraille légère, là. Et c'est exact. Donc, on a un point B qu'on vient de positionner, là, par rapport au point A. Mais si maintenant je me retourne et que je regarde à l'est, vous voyez le plein est, là, eh bien, le mur part plein est et va couper la grande muraille au point M. Sauf que ce mur qui part plein est, à un moment donné, il bifurque vers la tour ronde. Donc, on a un bout de mur qui part bien à l'est. Eh bien, si on prolonge
plein est, ici, de B à M, on a 50 mètres, et donc du coup, ça nous donne un triangle de 5, 12, 13, en nombre entier, qui est un triangle de Pythagore. Et maintenant, je prends la moitié, c'est le point K, 25 mètres. Donc. Et je tire un trait comme ça, et je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que ça coupe le point J ici, mais que ça va même, finalement, orienter la tour carrée. Et on va voir après. Ce point J va avoir une grosse importance. Voilà. Donc, je prends le point N qui est au bout, là, je passe par le point J et je reviens au point K, c'est ce que je vous ai montré avant. Et bien lui, il ouvre un angle de 14,04 degrés nord. Et ça fait un quadruple carré de module 30,9 mètres. Alors, 30,9 mètres, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu en France, là. Sur ce site-là, j'ai trouvé la seconde d'arc. C'est une distance. Alors là, pour ceux qui sont le moins à l'aise avec la cartographie, la seconde d'arc, c'est une distance, finalement, quand on fait une seconde d'angle de méridien. Et ça fait 30,875 mètres. On se retrouve très proche de 30,9, d'autant plus que moi, la marge d'erreur que j'ai là, il fait penser. Autre chose de remarquable, c'est qu'on va retrouver notre 6, 5, 4, 3. Alors là, j'ai mis 6, 5, 4, 4. Comme le carré de côté cette valeur, eh bien, la diagonale fait 3 fois 30,85 mètres, géométriquement. Et puis notre marque, j'identifie ça aussi au pied grec, qui fait 30,87 cm. C'est le même code numérique. Voilà. C'est une simple identification, il n'y a rien à retenir là, mais voilà. Hein, donc ça, c'est une mesure de la Terre, en fait. Alors le point J, je vous ai dit, il était important, le point J, c'est le coin ici du château. Ben, quand je suis dans le coin, que je regarde, regardez voir le mur là. On a habillé, en partant du point J, la muraille. On a utilisé un dispositif qui permet de créer ce mur-là depuis le point J jusqu'au point B. Alors que depuis le point A, je rappelle que c'est 120 mètres plein nord. Il est important ce point J, je crois. Donc je repars du point J. Et maintenant, je veux chercher à placer la tour ronde. Bah oui, on ne l'a pas placée encore, la tour ronde. Je la place, j'ai 24,42 degrés nord. Ben ça, c'est un plan modulaire carré de 5 par 11. 5 par 11, donc il y a 119 mètres d'un côté, il y a cette valeur-là de l'autre côté, mais en fait, ce qui est important, regardez bien, c'est que en fait, ce côté-là fait 54,09 mètres. Voilà ce qu'il faut retenir, en fait, tout simplement. Ça n'a pas été positionné au hasard parce que c'est très précis. Du coup, je mets les deux grilles l'une sur l'autre, juste pour voir le rapport entre les deux. Quel est le rapport? Ça fait précisément 1,75, 7 quarts. Et c'est une subdivision fréquente qu'on retrouve, par exemple, entre la vieille coudée sumérienne et le pied romain. 7 quarts. Ah, il y a eu un petit bug. Alors, bon, positionner la petite tour ronde nord, c'est 54,09 mètres, mais regardez bien, en fait, ici, alors ici, ça a été déformé, on retrouve 5,41 degrés est. Donc on retrouve la longitude, ici, qui finalement nous est indiquée par ce côté du plan modulaire carré. Vous voyez, 54,09, 5,41. Ça, c'est précis, hein. C'est très précis. C'est pas banal. Conclusion sur les longitudes, bien, elle permet la mesure du temps de manière absolue. La longitude, on prend un méridien zéro, la Terre, elle tourne, et quand on arrive en Berrieux, ben, ça fait 5 degrés 41. Et ça mesure le temps. Donc là, on est à Amberieu, on a 1298 secondes du méridien zéro. Voilà. Et étant donné qu'on retrouve tout ça, le mètre est connu au XIVe siècle, une deuxième fois, car valeur numérique renvoyée dans deux unités différentes, 54,1, et selon un plan modulaire carré précis, pas fait au hasard.
Le degré décimal est lui aussi connu, puisque les deux nombres sont en conjonction en degrés décimaux. Alors tout à l'heure, les nombres étaient en conjonction en degrés, minutes, secondes avec le mètre. Enfin, le méridien zéro de Greenwich n'est pas censé exister au XIVe siècle quand même. D'autant qu'il a été déplacé en 1984 et que ça tombe bien là, avec ce que je vous montre tout de suite. Bon, alors, cet axe, il vient d'où? Pourquoi il y a tellement de choses, finalement, qui nous montrent la cartographie en latitude, en longitude, hein? Eh bien, quand on se met ici, au château des Allumes, et qu'on regarde la tour de Saint-Denis, en fait, eh bien, on est sur l'axe d'un coucher de soleil au 1er février. Le 1er février, eh bien, tout de suite, moi, ça m'a rappelé quelque chose, c'est Imbolc. C'est la fête celtique, Imbolc. C'est une fête solaire ou lunisolaire, 40 jours après le solstice d'hiver, et qui marque la fin de l'hiver, le début du printemps. 3 idées majeures à Imbolc. Alors, la lumière croît réellement beaucoup à ce moment-là, après le solstice d'hiver. La purification, le renouveau, la fertilité, la gestation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une fête en Irlande ce jour-là qui est avec Sainte Brigitte. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vérifié sur le terrain, mais je l'ai vérifié par ailleurs sur d'autres logiciels pour en être bien sûr. En tout cas, ça tombe, si ce n'est pas le 31, c'est le 1 ou le 2. Voilà, ça tombe vraiment à ce moment-là. Donc, du coup, je me suis intéressé aux travaux d'autres chercheurs. Là, il y a par exemple Howard Crowers. Lui, il a vu qu'à Langdisser, au Danemark, eh bien, vous avez un quadrilatère de pierre, ici, qui est orienté comment? Eh bien, selon le coucher de soleil à Imbolc le 1er février. Ça existe. Mais plus remarquable, c'est qu'il y a un quadrilatère à Carnac, qui s'appelle le quadrilatère du Magno, ici, proche des alignements. Eh bien, cette partie-là, elle montre un coucher de soleil à Imbolc. Et cette partie-là, elle montre, elle montre une autre fête celtique. Mémoriser ce nombre. Bah oui, parce que regardez bien, par rapport au nord, là, ça fait 243 degrés nord. On va bien regarder ça. Toujours coucher de soleil à Imbolc, donc. Hein. Ben regardez bien ce qu'on a ici. Le château avec son alignement ici. Et regardez l'angle par rapport à l'est. 24,3 degrés. Or, c'est un coucher de soleil à Imbolc, comme à Carnac, comme au quadrilatère du Magno. Donc ça scotche quand même. Je trouve. Alors du coup, il y a Quentin Leplat qui m'a fait remarquer qu'on avait intérêt à regarder la géométrie du lieu et la division du temps. Parce que lui, dans son film Arpenteur du Néolithique, eh bien, il s'est placé au dolmen de Mané-Roularde, et en regardant le dolmen de Kergazec, il voit un lever solaire un 28 octobre. Et le 28 octobre, c'est 36 jours depuis l'équinoxe d'automne. Or, en automne, il y a 90 jours. 36 sur 90, ça fait 2 cinquièmes, 0,4. Mais l'angle de 21,8 degrés, là, ici, 2 cinquièmes, 2 divisé par 5. Si j'en fais la tangente de 21,8 degrés égale 2 cinquièmes. Ça fait 0,4 aussi. Or ça, c'est une géométrie du lieu. La géométrie du lieu vient coïncider en conjonction avec la division du temps. Donc, Quentin Leplat, il m'a fait remarquer que c'était le cas ici. Donc, on l'a fait, y sur x, 0,45. La tangente 24,3, là, y sur x, yx. Ben, le coucher de solaire, un 1er février à Imbolc, c'est 40 jours depuis le solstice d'hiver, hein, du 21 décembre. C'est 89 jours en hiver, 40 sur 89, ben 0,45. Donc c'est une indication supplémentaire que cet axe-là, il a un intérêt. Simplement. Et pas que médiéval. Autre possibilité, eh bien, on va regarder en 1300, on va planter un gnomon. Si je plante un gnomon, je regarde l'ombre projetée un 1er février. Ben, regardez bien, ça tombe pas loin de 2 mètres. Mais pas loin de 2 mètres, c'est pas satisfaisant. C'est pas significatif. Ça peut mettre à la puce à l'oreille, mais c'est pas significatif. Nous, on cherche la précision.
pour enlever le hasard, en fait. On cherche la précision, tout simplement. Eh bien, si je regarde un solstice d'hiver avec un gnomon de 1,875 mètres, en 1300 toujours, eh bien, j'ai une onde portée, et là, cette fois-ci, c'est très précis, de 5 mètres, exactement. Donc là, ça me met peut-être un petit peu la puce à l'oreille, mais par contre, ça clairement, là, ça m'amène à quelque chose de clair. Là, hein. Je vais chercher quand est-ce que ça peut tomber à 2 mètres. Mais quand, ça veut dire la date. Mais pourquoi ça varierait? Pourquoi cette valeur-là, elle varierait tous les ans? Pourquoi elle varierait tous les ans, cette date-là, au 1er février? Tout simplement parce que la Terre, elle a un axe, comme ça, qui exerce un mouvement de nutation entre 22 et 24,5 degrés. Là, on en est à 23,4. Et que donc, du coup, en fonction de cet angle-là, au cours des centaines et des milliers d'années, ça compte pour avoir donc la valeur. Donc, ce que je vais faire, simplement, je vais remonter les années pour revenir à un angle de nutation qui m'amène à 2 mètres. Donc là, clairement, il n'y a rien de miraculeux, je vais y arriver. Hein, donc, vous allez voir. Voilà. Bon, j'y arrive, sans problème. C'est moins 1900. Ça, c'est intéressant. Moins 1900. Et du coup, je me place au solstice d'hiver en moins 1900, alors qu'avant, j'étais au 1er février. Donc, au 1er février, il y a 2 mètres, mais en moins 1900, il y a un gnomon de 1 mètre, donc toujours. L'ombre projetée fait 2,727 mètres. Vous voyez? 2,727 mètres, regardez bien, c'est un multiple parfait par 2400 de 6,5,4,5, 6,5,4,3, voilà, si vous voulez. C'est quand même, ça reste très très précis, ça. Hein. D'accord? Voilà. Autre remarque, c'est que 2,727, c'est une combinaison de nombres qui se retrouve dans le rapport Terre-Lune, 3 sur 11. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. C'est des éléments qui sont intéressants, puisqu'on retombe sur des nombres la même année, aussi bien à Imbolc où on retrouve 2 mètres avec un gnomon de 1 mètre, qu'un 21 décembre où on retrouve un nombre qui est un multiple parfait de 24, qui nous montre aussi le temps, hein, la division du temps. Alors 6542, on va revenir à ce nombre-là, parce que c'est une idée fixe. Eh bien, je l'ai retrouvé, regardez bien, dans la hauteur de la tour ronde. Et vous avez vu, je ne vous parle pas de la tour carrée. Hein. On pourrait en parler, hein, mais je n'aurai pas le temps. 6,56 x 3. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas 6,54. Hein. C'est vrai. C'est pas tout à fait précis. Ma mesure, de toute façon, n'est pas précise. Elle ne l'est pas. Mais c'est tout à fait l'ordre de grandeur. C'est tout à fait ça. Ça va peut-être entre 6,54 et 6,60. Là, c'est pareil. Hein, le diamètre intérieur de la tour ronde. Là, on rentre par la petite porte. Et bien à l'intérieur, 6,57. C'est pas parfait. Elle est un peu elliptique. Ça fait 6,60 ou 6,55. On oscille entre les deux. Voilà. En moyenne, 6,57, c'est pas faux de dire ça. Voilà. Par contre, il y a une valeur qui est très précise. C'est le diamètre là que vous voyez ici. Ça, c'est très précis. 12,1. J'ai mesuré avec des élèves à moi, très précisément, à plus ou moins 0,01, ouais, à plus ou moins 1 cm près. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, 12,1? Parce que vous voyez bien, moi, je voulais voir on a cette tendance quand même à chercher ce qu'on veut trouver, ou à trouver ce qu'on veut chercher. Vraiment. Et moi, là, j'étais déçu, hein, comprenez ma déception. Hein. 12,1. On pourrait le diviser par 2 déjà. 12,1 divisé par 2 à 6,05. Plus à l'oreille, il y a le 6 et il y a le 5. Hein. Direct. Bon. Alors, on y va. 6542. Alors, en fait, au château des Alimes, parce que 6542, c'est au centre-ville. Hein. Si on va au château des Alimes, on va regarder sur ce site-là, qui est un très bon site pour regarder, en Lambert, quelle est la coordonnée nord. C'est 6544,4. Alors, un truc bête, hein, je me suis dit, il y a forcément un rapport avec 6544 parce que je voulais trouver ce que je voulais chercher, on va dire. C'est le cas de le dire. Hein. Je divise par 12,1. Je tombe sur quoi? Sur 540,9. 5409. Vous voyez un peu comment les anciens pouvaient regarder le monde? Donc, il y a un lien, puisque j'ai déjà fait le lien avec 5409. Donc, j'ai fait le lien cartographie, j'ai fait le lien avec les longitudes. Donc ça, c'est quoi? C'est la longitude ici. 5,41, c'est la longitude. Vrai, à 99,97%, c'est très précis. D'accord? Très, très précis. D'où ça peut venir? Et là,
la technologie nous lâche, c'est pas grave. Imaginez que vous avez la tour, 12,1 mètres. Eh bien, il y a un astre, là, Vénus, qui fait 12 103,6 km de diamètre, ici. Si je compare 12,1 à 12 103, bon, 12 100 à 12 103, c'est précis à 99,97%. Mais plus intéressant encore, c'est que la distance moyenne entre Vénus et le Soleil, ça fait 108 209 000 km, soit 2 fois 5, 4, 1, 0, 4, 7, 5, 0. Et là, c'est dommage qu'on ne voit pas apparaître l'image. Tout simplement, vous avez le même nombre, simplement ici, vous avez un 6 à cet endroit-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, sixième chiffre significatif. Donc c'est 100% en fait. La tour ronde est placée en longitude à 54,1. On l'a matérialisée par un plan modulaire carré de 5 par 11 pour bien montrer cette longitude-là, mais qu'en plus elle rentre en conjonction avec la demi-distance moyenne Vénus-Soleil, sachant que son diamètre fait exactement 12,1, qui représenterait tout à fait bien le diamètre de Vénus. Alors, est-ce que c'est bon tout ce que je dis? Et là, la technologie me lâche encore. C'est pas grave. Et là, je refais le calcul à l'envers. 5,41 fois 12,1, 6, 5, 4, 6. Donc, c'est très précis. Ce que je veux dire en faisant ça, c'est que là, vous avez la cartographie terrestre. Là, vous avez le diamètre de Vénus. Et là, vous avez deux choses. Vous avez la longitude et la demi-distance moyenne entre Vénus et le Soleil. Vous voyez? En fait, on relie la Terre. Là, il y a la Terre, là, il y a la Terre. À Vénus, là, il y a Vénus, et là, il y a Vénus. D'accord? Autre chose remarquable, 243 jours terrestres font un jour vénusien. Une année vénusienne, c'est 224, 66 jours terrestres. Alors, vous avez vu 243? Alors, un jour vénusien, en fait, ça veut dire que Vénus ne tourne pas vite. 243, on l'a déjà vu. 243, on a déjà vu ça. Bon. Alors, moi, je ne dirais pas du tout que les anciens, ils avaient vu Vénus tourner et qu'ils avaient pu le mesurer. Ça, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que la couche est opaque, et même s'ils avaient une lunette à cette époque-là, pas moyen. Mais bon, en faisant le rapport des deux, 2 fois 0,54, 0,85. Intéressant. Alors, je me suis posé des questions sur le comment aussi. Parce que là, en fait, ce que je vous montre, c'est des faits que je constate en architecture, en astronomie, en cartographie. Voilà. Mais je me suis aussi posé la question, mais comment ils ont fait ça? Voilà. Alors là, on va effleurer le sujet, mais en fait, c'est que des hypothèses. Là, je vais vous montrer juste pour le diamètre. Le diamètre, moi, je me suis dit, peut-être que, en fait, ils ont observé un transit de Vénus devant le Soleil. Donc, Vénus qui passe devant le Soleil. Bon, encore faut-il qu'ils aient eu une lunette, un filtre aussi pour ne pas se griller les yeux. Est-ce que ça a été possible? Donc, j'ai répertorié tous les dauphins de Viennois qu'il y avait à l'époque pour voir s'ils ont pu voir un transit de Vénus. Le transit de Vénus, comment ça marche? C'est un petit cycle de 8 ans qui intervient tous les 113 ans selon un cycle moyen et tous les 243 ans sur un cycle long. Alors, 243, ce cycle long, alors ça, ils ont pu le voir. En observant Vénus, on imagine bien, tac, là, il y a un transit ou là, il n'y a pas de transit. Mais il faut effectivement faire ça sur des générations et se transmettre le savoir sur des générations. Donc moi, 243, je le vois bien comme ça, pas sur la rotation de 243 jours terrestres pour faire un jour vénusien. Ça, de la Terre, on peut le voir. Donc, j'ai listé tous les dauphins de Viennois, ici. En noir, c'est ceux qui n'ont pas pu le voir ou alors qui avaient moins de 6 ans. Voilà, en noir. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident de voir un transit de Vénus. Lui, dauphin de France Charles VI, il a pu le voir une fois. Lui, une fois, Guigues 5. Mais lui, il a pu le voir 2 fois, dans la pleine force de l'âge. Et lui, dauphin Humbert Ier, 1240-1307, le premier château des Alimes, en terre et en bois, c'est 1305. Le château de pierre, c'est 1312. Et lui, il a pu le voir 2 fois, 1275 et 1283. Donc, en tout cas, tout est là. Est-ce qu'ils l'ont fait ou pas? Peut-être.
Mais en fait, je ne peux pas en avoir la certitude. Mais par contre, je trouve intéressant de faire correspondre, comme ça. Parce que le seul qui a pu le voir 2 fois parmi les dauphins, en tout cas, il a la bonne date. Vénus, remarquable. Prenons cet angle-là de 65,7 degrés, ici, qui représente un peu le diamètre intérieur moyen, ici. Et prenons aussi la période synodique de Vénus. La période synodique de Vénus, c'est 584 jours. C'est quoi? Vous avez la Terre, Vénus et le Soleil. Eh bien, combien de temps il faut pour que ce soit de nouveau cette configuration-là que je viens de vous montrer? Ben, il faut 584 jours. Ben, si je fais 584 divisé par 0,5409, ça fait 1080 presque exactement. 1080, en fait, il faut regarder 108 là. Parce que vous voyez bien, 54,09, ça fait aussi 108,2. Vous voyez? Alors, pour ceux qui ont l'habitude de la géométrie, 108, c'est l'angle d'ouverture d'un pentagramme. Or, Vénus fait tout à fait un pentagramme si on bloque la Terre et qu'on regarde les points de passage de Vénus au plus près de la Terre, elle va avoir tendance à faire un pentagramme. Voilà. Je vous laisserai regarder des vidéos. C'est très joli. Donc, retrouver un 108 exact, c'est encore intéressant. En gros, vous voyez, il y a un 54, donc c'est un 108 divisé par 2 fois un 108. Donc les nombres sont vraiment redondants. Hein, c'est vraiment. Et puis 657 sur 584, c'est 9 huitièmes. Ça fait 1,125. En tout cas, on a une valeur en nombre entier exact, ici. Voilà. Donc, un petit résumé. J'estime que je démontre que Vénus est encodée, ici, dans l'axe ambivolkios, avec un angle de 24,3 degrés. Donc, dans la structure de la tour ronde, dans la cartographie terrestre et dans la division du temps dans l'année. Donc, j'ai rappelé tous les chiffres ici. Je ne vais pas refaire la synthèse, mais simplement, c'est assez incroyable que les nombres rappellent la même planète. Je ne peux pas le faire avec les autres planètes. C'est pour ça que je prends Vénus, hein, parce que les autres planètes, ça ne marche pas. Et que Vénus, tous les nombres marchent, ce n'est pas un nombre qui marche. Alors, il va falloir regarder maintenant la mythologie pour en avoir le cœur net. La mythologie ou les traces archéologiques ou historiques, pour voir si on n'arriverait pas à retrouver quelque chose de tout ça. Alors, sur le territoire d'Ambérieux, Ambivolkios, donc Imbolc, un 1er février, c'est ici, et c'est au plein cœur du territoire celtique. Voilà. Et les Celtes, c'était un peuple donc d'Europe occidentale, il y a entre moins 1000 et 500 environ après Jésus-Christ, qui ont une unité culturelle commune, des langues similaires. L'origine, on ne sait pas trop, exactement. Par contre, lien avec les Grecs, et ça, on en est sûr. Il y a des liens commerciaux, politiques, philosophiques. Donc, il y avait même des druides qui venaient se former à Marseille, notamment, puisque c'était phénicien à un moment donné. Pendant longtemps, même. Traces celtes à Ambérieux. Sinon, j'ai des traces celtes à Ambérieux, mais finalement, comme beaucoup d'endroits, hein, donc il n'y a pas de miracle là. Alors, que peut-on étudier des Celtes? En archéologie, par exemple, les tombes sous tumuli, de période Hallstatt ou l'Athènes. Donc, il y a des armes, des vaches, des bijoux, des épitaphes, donc des signes, des symboles. Mais il n'y a pas de texte, les Celtes n'écrivaient pas. Donc, on ne sait trop rien. Venant d'eux, on ne sait trop rien. Mais par contre, il y a des textes grecs qui en parlent, notamment Posidonios, vers 100 avant Jésus-Christ. C'est de lui qu'on sait qu'il y avait des liens avec Marseille, notamment. Et il se trouve qu'Ambérieux, c'est tout à fait dans la vallée du Rhône. Voilà. Site funéraire. Alors, sinon, on peut étudier aussi les sites funéraires du 1er au 2e siècle de notre ère. Pourquoi? Parce que tout simplement, après la conquête de la Gaule par l'armée romaine, l'Empire romain, tout simplement, comment dire, les Celtes ont cherché progressivement à prendre certaines techniques et certains éléments de la culture romaine pour faire des objets, des dieux, des déesses, des objets, des statuettes. Et ils en ont eu besoin, ils ont besoin de le faire. Et même un peu d'industrialiser cette pratique. Voilà. On a aussi des textes mythologiques et récits mythologiques venant des moines irlandais, des Gallois, ou alors par des Romains vers 300 à peu près.
Alors, dans les traces d'archéologie, les déesses mères, alors les déesses mères, les archéologues parlent aussi de Vénus. Alors ça, c'est peut-être impropre, hein. On n'en sait encore rien. Mais ils parlent de Vénus. Lapidaire, un lapidaire, c'est par exemple ça, voilà. Donc on va venir sculpter ici 3 déesses mères, dont une tient une corbeille de fruits en signe de fertilité, et elles ont des coiffes rondes, ici, ou alors des diadèmes. Voilà ce qu'on trouve au 1er siècle ou 2e siècle après Jésus-Christ. Hein, donc ça représente souvent la fertilité, parfois il y a une mère à l'enfant. On retrouve aussi ce genre de figurines, c'est les Vénus againes. Et donc elle, c'est une Vénus de terre cuite blanche, moulée. On l'a retrouvée en Eure-et-Loire, mais on en retrouve surtout en Bretagne, de ces déesses, de ces Vénus againes, si vous voulez. Divinité cosmique, selon cette chercheuse-là, Fabienne Dugast, et décor géométrique, regardez, il y a des cercles concentriques de partout. Alors, du coup, maintenant, je vais m'intéresser plutôt à la mythologie. Puisque là, on vient de faire l'archéologie, hein, on vient de brosser un peu ce qu'on a sur l'archéologie. En fait, Sainte Brigitte est fêtée en Irlande en même temps qu'Imbolc. Or, on a des textes mythologiques qui en parlent aussi de ça. Et donc, elle, cette Sainte Brigitte, a été reprise de la Brigitte des Celtes. Et Brigitte des Celtes, c'est la déesse suprême, mais après Dana. Et parfois, ils sont même confondus. On ne sait pas trop. Dana, mère de l'attribut de Dana et des dieux. Fertilité, protection, maternité. Et la déesse celte Brigide, guerre, fertilité, art, magie, médecine. Voilà. C'est aussi une déesse de la terre-mère. Donc Brigitte, voilà, elle a ce rôle de la terre-mère, mais aussi de la protection, mais aussi de la fertilité. Une des origines possibles pour ce mot-là, Brigitte, éminente, très haute, hauteur, forteresse. Il y en a qui parlent d'aurore védique Bhrati, voilà, en Inde, une aurore de l'année. Et sinon on a Brigitte, mais on a Imbolc aussi à étudier. Imbolc, ambivoltios en fait, hein, fin du premier décan du Verseau. Le Verseau, regardez le symbole, c'est ça. Le Verseau, c'est l'eau qui coule, c'est l'eau qui jaillit, c'est l'eau qui descend du ciel. D'accord ? Or, ambivoltios, c'est la fête où il y a la purification par le feu ou par l'eau. Et c'est une fête où on va poser des chandelles, par exemple. C'est une fête où il y a le renouveau du cycle de la vie de la fertilité, le moment où la lumière augmente, et le moment de se débarrasser de ce que l'on a accumulé pendant la période sombre, pour aller vers la lumière. On va du sombre vers la lumière à ce moment-là. Alors, du coup, regardons voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait correspondre à Brigitte. On va en Mésopotamie, moins 4000, eh bien, il y a Inanna, fertilité, amour, protection, guerre, sa planète c'est Vénus, c'est la sœur du dieu soleil, Utu. Ishtar, qui est un peu la descendante d'Inanna chez les Babyloniens, moins 2000. Amour, sexe, cette fois-ci. Hein. Guerre, Vénus, sœur du dieu soleil. Là, c'est intéressant parce que Brigitte, finalement, elle est celte, moins 1000 à 500. Art, science, médecine, fertilité, terre, mer. Protection, guerre. Planète, j'ai rien trouvé. Mère, épouse et sœur de Lugh, qui est chez les Celtes le dieu soleil. D'accord ? Donc, c'est assez intéressant, ça, hein, de pouvoir croiser comme ça. Continuons de croiser avec les dieux en Égypte. C'est pareil pour Hathor et Isis. Hein. Précédemment, on avait vu, voilà, à l'Ancien Empire, Hathor, fertilité, amour, joie, maternité. Planète Vénus, fille du dieu soleil. Isis, alors la seule chose qui la distingue, protectrice des enfants et femmes, Vénus, et c'est l'alter ego, alors elle, c'est l'alter ego du dieu soleil aussi. Affrontement. Parfois, elle est vue aussi comme la fille ou affrontement. Déesse et dieux grecs, cette fois-ci, on va voir Aphrodite, Grèce, moins 700, amour et procréation, la guerre, ça c'est vrai pour la Laconie, Vénus, fille de Zeus, le dieu des dieux, et confrontation au dieu soleil. Alors, je vais passer un peu sur Déméter, Eos. Alors, Eos, elle me plaît bien, parce qu'en fait, Aphrodite ou Eos, les deux se ressemblent en fait vraiment beaucoup. Et Eos, en moins 700, donc déesse de l'aurore et de l'amour. Aurore. Maternité. Vénus. Et alors elle, c'est bien simple, elle est la sœur de la Lune, donc c'est l'aînée, et la sœur de Hélios, le dieu soleil. Voilà. Et elle est la mère de 2 jumeaux,
qui s'appellent Hespéros et Eosphoros, qui sont l'aube et le coucher, et qui sont associés à Vénus aussi. Voilà. On retrouve la même chose ici à l'époque romaine, en fait, avec les Vénus. Sauf qu'elle ne s'appelait pas Vénus, hein, c'était Lucifer, la planète associée. Donc elle s'appelait bien Vénus, mais la planète, c'était Lucifer. Et donc, du coup, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au début, c'est l'amour, la beauté, la séduction, mais après, César, il dit non, promotion, maternité et foyer. D'accord? Et Vénus 3, sous Auguste, donc un petit peu après, maternité, peut-être, oui, mais protectrice officielle de l'Empire. Protectrice. Vénus. Et puis, il y en a d'autres. Alors, il y a Anaïta, voilà, elle aussi, c'est Vénus, et on retrouve la même chose, ça, c'est en Perse. Phrygia, Scandinavie. Alors, elle, on ne connaît pas sa planète, mais par contre, tout concorde, alors, d'accord. Puis, il y a Cybèle. Alors, Cybèle, là aussi, il y a tout qui concorde, avec sauf la planète, là, qui est la Lune. Et regardez bien la date, 400 environ après Jésus-Christ. En fait, Cybèle a très certainement inspiré, à la fin de l'Empire romain, les chrétiens pour imposer le culte autour de la Vierge Marie. Voilà, c'est ce que je voulais souligner là. Alors, Imbolc, renouveau annuel du soleil, purification par le feu. Alignement, Alim, Tour de Saint-Denis. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de cet alignement Alim, Tour de Saint-Denis? Eh bien, il y a Lyon, Lugdunum, la forteresse du dieu soleil. Et je vous rappelle que Imbolc, c'est la purification par le feu. Le soleil est associé au feu. Autre chose d'intéressant quand même, j'ai trouvé hier celle-là. L'oriflamme de Saint-Denis, des rois de France. C'est du rouge, le sang de Saint-Denis qui a été décapité, avec du jaune à l'intérieur. C'est associé au soleil. Or, quand je regarde depuis les Alimes, je vois Saint-Denis, donc qui est associé au soleil, et au bout, Lyon qui est associé au soleil, etc. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer là. Purification par le feu. D'ailleurs, Imbolc tous les ans, Vénus n'est jamais trop loin du soleil en fait. D'accord? Bon, elle peut être peut-être à 30 degrés comme ça là. Par contre, la Lune, on peut l'avoir dans le dos. C'est-à-dire que la Lune ne correspond pas forcément avec Imbolc. Le Soleil, obligatoirement, à un moment donné. La Lune ne correspond pas forcément. Vénus est toujours près du Soleil. Mais par contre, on peut très bien fêter le jour d'une pleine Lune, par exemple, Imbolc. Par exemple, un peu avant le 1er février ou un peu après le 1er février. On peut faire ça. Ça, oui. Mais en tout cas, c'est tout à fait l'époque où on va fêter Imbolc. Et sinon, purification par l'eau. Alors l'eau, je l'ai dit, c'est le Verseau qui coule, l'eau qui coule. Et l'axe Alim-Saint-Denis coupe l'Albarine, coupe le Buzyn, coupe l'Ain, longe le Rhône, coupe la Saône à Lyon. Et Ambérieu, c'est un ancien lieu marécageux. La petite anecdote sur le XIVe siècle, c'est quand même le Buzyn. Ils l'ont fait remonter de 3 km au nord pour venir couper l'axe Alim-Saint-Denis, bon, pour alimenter un moulin, je vous l'accorde. Mais c'est quand même assez incroyable d'avoir fait 3 km, ils ont pu poser le moulin là où elle était. D'ailleurs, peut-être qu'il y avait déjà un moulin, peut-être qu'ils avaient trop d'eau. Et... Voilà. Conclusion sur Imbolc, Imbolc est multi-représenté sur le terrain ici. Hein. Voilà, l'eau qui coule, le soleil qui renaît, Brigitte est la déesse mère protectrice des peuples et fertilité. Vénus est associée à Brigitte très certainement, parce qu'on a vu que toutes les anciennes déesses, c'est Vénus, et il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de cas particulier, à part Cybèle, mais Cybèle, c'est en 400 après Jésus-Christ. Donc c'est plus tardif. Et enfin, assez extraordinaire, je trouve une confirmation dans le zodiaque de Dendera. Vous allez voir. La technique ne me lâche pas. Vénus est là. Le Verseau est là. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le zodiaque de Dendera? C'est un zodiaque, donc 12 signes, qui se trouve dans le temple d'Hathor. Alors Hathor, on l'a déjà vu, c'est la déesse égyptienne, fertilité, amour, et puis guerre, protection. D'accord? Donc c'est dans le temple d'Hathor, ce zodiaque de Dendera. Bon, en fait, Napoléon l'a pris pour le mettre au Louvre, hein, mais voilà. En fait, il est dans le temple. Et du coup, ici, je vois que il y a Vénus qui est représentée entre le Verseau et les Poissons. Le Verseau, c'est entre le 21 janvier et le 21 février. D'accord? Et les Poissons, c'est 21 février jusqu'au 21 mars, à peu près.
Mais si je tire un trait ici pour passer au centre de Vénus, je croise qui? Je croise la vache avec un rond au-dessus de sa tête. La vache avec le rond au-dessus de sa tête, c'est Hathor. C'est la déesse qui est associée à la maternité, la guerre, la protection. Bon, je marque un temps d'arrêt parce que c'est un peu important. Je fais les sous-titres. Et puis, j'ai pris la canne aussi. Alors, la canne, elle va taper dans quoi? Dans une oie. Alors, l'oie, dans la mythologie égyptienne, c'est Amon. C'est le dieu Amon. Et l'oie est très souvent représentée à côté de Hathor. Voilà, pour information. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre l'oie, qui est dans le premier décan, ou ici le deuxième décan, n'importe comment, le 1er février, décan, c'est 10 jours. Donc le 1er février, c'est 10 jours après le changement de signe zodiacal. Donc en fait, on est à cheval sur deux décans, si vous voulez. Voilà, là je suis à cheval sur 2 décans. Donc Hathor, Vénus. Bon, donc ça c'est juste pour vous montrer que l'oie, la vache, c'est quelque chose qui se fait, qui se retrouve. Ah, et là maintenant, quelle ne fut pas ma surprise quand je regarde au Louvre et que je tape par mots-clés comme ça, Vénus et Dauphiné. Bah, lui, il comprend Vénus et un dauphin. Donc du coup, je retrouve au Louvre Vénus sur un dauphin du XVIIe et du XVIIIe siècle. Voilà, un dauphin avec des ailes, 2 petits chérubins, donc la maternité. On trouve un croissant aussi ici, là, comme ça, avec son linge. Il a tendance à sortir de l'eau avec ses ailes, d'accord, sortir des eaux. Et donc, là, on a dit ça, c'est le lien Vénus et la Terre, hein, la Terre-mère. Et là, vous avez un dauphin, l'écusson du Dauphiné. Vous avez vu, je disais palier, hein, je ne fais pas le raccourci. Hein. Bon, donc du coup, est-ce que précédemment, bah oui, en 1527, précédemment, on a bien une Vénus, en fait c'est une Aphrodite, hein, sur un dauphin avec 2 petits chérubins, donc de la même manière, c'est l'école italienne. Mais maintenant, remontons beaucoup plus loin. Ici, nous avons Praxitèle, c'est un sculpteur en moins 350 qui représente Aphrodite avec un dauphin, Eros, le fils d'Aphrodite. Donc, voilà, nous avons une Vénus en terre du Dauphiné. Il se trouve qu'il y a... voilà, les artistes font souvent ressortir un dauphin. Voilà. Voilà. Alors, certainement, Vénus a inspiré le mythe des sirènes, parce qu'elle sort de l'eau. Dans la mythologie, Vénus sort de l'eau au commencement. Et du coup, j'ai regardé aussi pour le dauphin. Donc, on retrouve l'utérus, en fait. Il y a une racine delphus qui serait l'utérus. C'est un animal social. C'est chez les chrétiens le symbole de la résurrection, de la renaissance, du renouveau, d'une certaine manière. Chez les Grecs, il y a la bipolarité solaire et lunaire. Donc, une Vénus, une Aphrodite Vénus, serait montée sur un dauphin bipolaire, solaire et lunaire, comme ça, qui sort de l'ombre pour aller vers la lumière. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui pouvait être intéressant? Voilà, chez les Celtes, le dauphin, c'est des créatures dignes d'honneur et c'est des rôles de protecteurs des eaux sacrées, vigiles des eaux. Vénus sur un dauphin, bah regardez, vous avez Vénus. Donc là, on était dans le Verseau, on passe dans le Poisson. Donc Vénus, le Poisson, Poisson, dauphin. Alors le dauphin, c'est pas un poisson, sauf que dans la mythologie, eh bien, il se trouve que Aphrodite, dans la mythologie, elle s'est transformée en poisson pour échapper à Typhon. Donc dans la mer, hein, j'imagine. Donc dans l'eau, du Verseau. Les poissons, c'est le tiraillement incessant entre l'extérieur et l'intérieur. C'est vrai dans le monde manifesté, mais c'est vrai aussi dans l'âme des gens. C'est un océan de mystère. Et donc, du coup, là, plutôt vers la fin des recherches, j'ai regardé Wikipédia. État féodal. Alors, le Dauphiné, eh bien, le pays de Viennois prirent ce titre, usèrent d'un blason orné d'un dauphin qui les lie au royaume d'Arles, qui était un état féodal qui s'étendait de la Bourgogne à la Méditerranée et lié à des héritages mythologiques, gréco-latins, moralisés.
et adapté à l'univers mental de la chrétienté médiévale. Je valide de A à Z ces dernières parties. Il manque quand même des héritages géométriques, mathématiques, cartographiques, mythologiques. Il y a une question d'héritage derrière tout ça. Je faisais référence aux images du début. J'ai regardé des liens entre vous savez, les petites pyramides qu'il y a dans le lycée, tout ça, etc. Ça peut être intéressant, mais en fait, si vous voulez, c'est comme quand on cherche les sources. Si je regarde dans des œuvres récentes, je peux trouver des indices, si vous voulez, mais en fait, c'est très très déformé par le temps. Il vaut mieux revenir aux sources avec les savoirs donc donc grecs, égyptiens, et certainement qu'ils étaient sumériens avant. Donc tout ça, ça s'est transmis au travers d'un héritage. Voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est une succession d'héritages mathématiques. Voilà. Alors vous n'avez peut-être pas tout compris tout le temps, mais comment dire, je pense qu'il faut embrasser cette Vénus qui sort de l'eau. Je tiens à dire quand même que, si vous voulez, à Imbolc, en Bivolkios, vous regardez comme ça, le soleil se coucher par exemple, vous avez le feu au loin, vous avez la forteresse du feu avec Lyon, vous avez Saint-Denis qui est lié au feu, c'est la purification par le feu, mais que en fait, vous avez l'eau qui coule à nos pieds en Berrieux-Vraiment de partout. C'est la purification par l'eau. Donc vous avez le feu et l'eau. À l'époque des Celtes, il y a 4 éléments qui sont importants. Hein. Donc le feu, l'eau, mais il y a aussi l'air et la terre. Alors les éléments de Vénus, eh ben, c'est l'air et la terre. On associe Vénus à l'air et à la terre. Clairement. Donc si vous mettez l'air, la terre, l'eau et le feu, vous avez les 4 éléments au moment où le soleil renaît, rejaillit, et où la vie reprend finalement son souffle en s'étant renfermée un peu sur elle-même, enterrée, en attendant que viennent de meilleurs jours. Et donc, pour terminer, eh bien, on a un axe, mais on a aussi un centre-ville ici qui est marqué par un nom, 3 noms. Le centre-ville, cet endroit-là, c'est là où il y a la mairie, où il y a l'église, où il y a les 4 routes, comme ça. C'est ce qu'on appelle le haut de la Creuse. Alors, dans Creuse, on retrouve la racine de croix. Donc là, on a tendance à penser à quelque chose de religieux, pourquoi pas? Une croix religieuse, une croix celtique ou une croix chrétienne. Religieux. Les 4 coins font penser, parce que ça s'appelle aussi les 4 coins. Là, il faut vous demander aux anciens. Hein. Il y a des gens, ils ne savent pas ça en Berrieux. Hein. Les anciens vont dire, bah ouais, on est allé aux 4 coins. Les 4 coins du monde, en fait, nord, sud, est, ouest. Et puis, il y a un autre nom qui s'appelle les 4 chemins. On appelle ça les 4 chemins. Alors, les 4 chemins, bah, c'est voies de communication, cartographie. D'accord? Donc là, j'ai la cartographie, là et là, la navigation, cartographie. Hein. On retrouve ça dans les noms. Alors, d'ailleurs, il y a une heureuse surprise encore, une bonne conjonction de choses, c'est que les 4 chemins, vous savez comment ça se dit en latin? Le château des Alimes, bastion du quadrivium. Je vous remercie.